Bonjour. Je voudrais commencer cette intervention en remerciant les organisateurs du colloque pour leur invitation très stimulante et l'opportunité de bénéficier pendant ces 2 jours d'une dense réflexion autour de cette question majeure de la place et du statut du religieux dans la vie et l'activité scientifique du Collège de France. À vrai dire, quand j'ai été contactée pour parler de la tradition des chaires de sanskrit, j'ai eu des réactions qui ont fluctué et j'ai envisagé un certain nombre de sujets. Je pense que c'est un thème qui peut s'aborder par différents biais, notamment la question de l'histoire des études bouddhiques au Collège de France. Et finalement, je me suis fixée sur ce titre que je vous soumets, « Langue, religion, philologie, les débuts de la chaire de langue et littérature sanskrite en regard de la tradition orientaliste au Collège de France ». Et il s'agit pour moi ici de reprendre une réflexion que j'ai entamée à l'occasion de recherches sur la fondation de la chaire de langue et littérature sanskrite en 1815 et autour de ce que ça représente en termes d'élargissement du corpus des langues orientales. Dans sa leçon inaugurale du 5 février 2009, Thomas Römer relève que la chaire qu'il est appelé à occuper est la première à inclure le mot « Bible » dans son intitulé. Il s'interroge sur les raisons de l'absence prolongée de ce terme jusqu'alors. Je cite, « Comment expliquer ce phénomène ? Est-ce simplement le fruit du hasard ou la France académique aurait-elle un problème avec le terme « Bible » ? L'évitement du mot « Bible » s'explique-t-il par l'idée que l'on pourrait, sur le plan scientifique, s'occuper de l'hébreu, de l'araméen, de l'épigraphie, des antiquités sémitiques, mais que la Bible et son intelligence resteraient réservées aux synagogues et aux églises ? Cette remarque a retenu mon attention parce que, sans préjuger de l'intention de Thomas Römer, et je parle sous son contrôle, elle me semble subsumer plusieurs interrogations fondamentales quant au sort réservé à l'étude des religions dans les institutions scientifiques françaises et plus spécifiquement au Collège de France. Elle pose, à mon sens, la question du rapport et donc du hiatus éventuel entre l'intitulé d'une chaire et les enseignements effectifs des professeurs qui l'occupent. L'intitulé, en tant que forme ramassée, ne saurait exprimer l'ensemble ni le détail des pratiques qu'il est censé couvrir. Cette observation s'applique a fortiori concernant les chaires d'Ancien Régime, dont les intitulés, quoique non fixés officiellement, restaient stables à travers les siècles et la succession de leurs occupants. Malgré tout, le degré de correspondance entre l'intitulé et le contenu d'une chaire est plus ou moins élevé selon les cas, et même lorsqu'il est relâché, le choix des termes n'en reste pas moins révélateur d'un accent thématique ou méthodologique. Comme l'enseignement du grec, celui de l'hébreu, instauré dès la fondation du collège en 1530, est désigné par la langue enseignée, sans plus de spécification. De fait, les humanistes de la Renaissance développent un intérêt intellectuel pour la langue hébraïque en tant que langue divine, parfaite et langue originelle de l'humanité, et les lecteurs royaux ont tôt produit des traités grammaticaux. Mais les études hébraïques au Collège de France sont surtout motivées par la volonté d'accéder à l'original hébraïque de la Bible, de dépasser l'héritage grec pour remonter à la Veritas Hebraica, tandis que les théologiens de la Sorbonne se fondaient exclusivement sur la Vulgate latine. Le fait souvent invoqué, et ça demande vérification, que le procès intenté en 1534 par Noël Beda, professeur de théologie à la Sorbonne, dont il a été question dans l'exposé précédent, contre les lecteurs royaux, ait été déclenché entre autres par la publicité donnée au cours de Paul Paradis sur les proverbes de Salomon, montre qu'en effet la discrétion était plus prudente. L'intitulé hébreu remplit ainsi une fonction d'euphémisation. En soi, il était déjà bien assez programmatique. Toute spécification supplémentaire aurait été potentiellement une dangereuse provocation. De manière frappante, cette dénomination strictement linguistique s'est maintenue jusque tard dans le XIXe siècle, en dépit de l'agrégation d'autres langues bibliques, syriaque d'abord, chaldéique, c'est-à-dire araméenne ensuite. Cette permanence s'explique certes en partie par l'observation de plus en plus pointue et l'intérêt croissant pour les parentés entre les langues sémitiques. Elle n'en traduit pas moins une réticence effective à nommer explicitement les textes bibliques comme objet d'étude et traduit par là même la profondeur des enjeux attachés à ce type d'études.
S'interroger sur la place de Dieu, du religieux au Collège de France, pourrait ainsi se décliner à travers une série de questions complémentaires. Celle, tout d'abord, du, ou plutôt des lieux d'étude de ou des religions, à partir du moment où celles-ci n'ont, pendant longtemps, pas de chaire expressément dédiée. Celle, ensuite, du degré d'émancipation de l'enseignement des religions par rapport non seulement à la scolastique, mais aussi, par la suite et de manière plus générale, par rapport à la culture catholique dominante. Celle, enfin, de l'éventuel impact de l'appartenance confessionnelle ou de l'athéisme des savants sur leurs procédures de recrutement, leur choix de domaine d'études, leur positionnement méthodologique. Mais qu'en est-il alors des études sanskrites que le Collège de France a accueillies à partir de 1515 dans une chaire créée concomitamment avec celle de chinois et tartare mandchou? La question se pose d'autant plus que depuis le XVIIIe siècle au moins, l'Inde était, dans l'imaginaire européen, perçue comme un foyer de religion d'une haute antiquité, dont les contours restaient assez mystérieux, mais gagnaient néanmoins en netteté à mesure que se multipliaient les contacts. Alors, je vais essayer de... j'ai un problème sur l'écran ici, que vous ne voyez pas, mais qui m'empêche d'accéder à la diapositive suivante. Voilà. Donc, les missionnaires, notamment jésuites, présents de longue date sur le sous-continent, avaient accumulé de précieux renseignements sur la langue sanskrite, ainsi que sur les coutumes hindoues, en même temps qu'ils avaient abondé les bibliothèques européennes en manuscrits indiens. Sous l'impulsion de l'abbé Bignon, bibliothécaire du roi, cette entreprise de collecte fut même systématisée. 287 manuscrits afférents aux domaines les plus divers et rédigés en sanskrit, mais aussi en tamoul, en telougou, en bengali, en persan, vinrent ainsi enrichir la bibliothèque du roi. Certains textes rédigés par les missionnaires eux-mêmes montrent les connaissances qu'ils avaient acquises au contact des lettrés indiens. Ainsi, de la grammaire sanskrite composée par le père Jean-François Pons. À la différence du vieil égyptien, la langue et les textes sanskrits ont fait l'objet d'une tradition ininterrompue depuis l'Antiquité, ce qui facilitait l'apprentissage de la langue par les Européens au contact des lettrés indiens. La difficulté principale résidait dans le système des castes, au sein duquel les brahmanes sont les seuls détenteurs de la connaissance des textes sacrés, qu'ils n'ont en théorie pas le droit de transmettre aux étrangers. Plus tard dans le siècle, à partir des années 1780, alors que les Français furent supplantés par les Britanniques dans le sous-continent, ceux-ci s'installèrent au Bengale et créèrent, avec la célèbre Société asiatique de Calcutta, une institution tout entière dévolue à la connaissance de l'Inde sous ses aspects les plus divers. Les traductions réalisées par ses membres, par exemple la Bhagavad Gita par Charles Wilkins en 1785, les lois de Manu en 1794 et la pièce Shakuntala de Kalidasa en 1789 par William Jones, ainsi que les travaux qu'ils publièrent et firent circuler dans la revue Asiatic Researches, ouvrent un véritable univers aux Européens. Dans un discours de 1786 resté célèbre, William Jones attire l'attention du public sur la probable parenté du sanskrit avec le latin, le grec et le persan. Dès la décennie précédente, Abraham Hyacinthe Anquetil du Perron, janséniste formé en arabe et en persan dans les séminaires hollandais, était parti pour l'Inde pour enrichir les collections orientales de la bibliothèque du roi, des textes zoroastriens et des Védas. S'il échoua à ramener les seconds, il revint bien muni des principaux manuscrits avestiques. Sa traduction du Zend-Avesta, parue en 1771, et celle de 50 Upanishads, publiée en 1801, marquent des jalons importants dans la réception des textes religieux persans et indiens antiques. Tout ce contexte de mise en place progressive, puis de véritable effervescence autour des savoirs sur l'Inde à la fin du XVIIIe siècle, est bien connu, pour avoir été maintes fois décrit par les historiens de l'orientalisme. On sait également que la traduction de Shakuntala par William Jones connut un immense succès en Europe et notamment en Allemagne, où le texte suscita l'enthousiasme de Goethe, à qui il inspira même de célèbres vers. Un autre épisode très souvent cité est celui du rôle joué par un ancien officier de l'armée des Indes britanniques, Alexander Hamilton, venu à Paris pour y collationner des manuscrits de l'Hitopadesha
est retenu sur place suite à la rupture de la paix d'Amiens. Prisonnier de guerre, Hamilton fut pris sous l'aile de Constantin-François de Volnay, à qui il ne tarda pas à dispenser des cours de sanskrit, ainsi qu'à d'autres personnalités, dont Friedrich Schlegel, le célèbre écrivain et philosophe allemand qui se trouvait à Paris pour y faire des recherches en histoire de l'art. De ses études sanskrites, Schlegel tirera en 1808 son essai sur la langue et la sagesse des Indiens. Publié à l'orée de sa conversion au catholicisme, ce texte résume sa quête, somme toute déçue, des traces de la révélation en Inde. Reprenant les intuitions formulées avant lui de la parenté entre sanskrit et langue européenne, Schlegel va dans cet ouvrage jusqu'à présenter le sanskrit comme la mère de ces langues. Les recherches ultérieures montreront qu'il n'en est qu'une cousine, mais ce paradigme du sanskrit langue mère imprégnera durablement les esprits, en particulier en Allemagne. C'est également au cours de ces années qu'Hamilton compila avec Louis Mathieu Langlès, conservateur des manuscrits orientaux de la Bibliothèque impériale, fondateur de l'École des langues orientales où il enseignait le persan, un catalogue des manuscrits sanscrits de la Bibliothèque impériale. Au regard des branches traditionnelles de l'orientalisme, le sanskrit était atypique à plusieurs égards. La première de ces branches était particulièrement bien représentée au Collège de France, puisqu'il s'agit de l'étude des langues utiles à la connaissance de la Bible. Aux deux premières chaires d'hébreu étaient venues s'ajouter 2 chaires d'arabe en 1587 et 1600 et une chaire de syriaque en 1651. En 1773, la première chaire d'hébreu fusionna avec celle de syriaque. En 1800, elle fut transformée en chaire de langue hébraïque, chaldéique et syriaque. Suite à la création à la Sorbonne d'un enseignement d'hébreu en 1754, et grâce à la modification du règlement du Collège de France, qui ouvrait désormais la possibilité d'une transformation de la destination des chaires, la deuxième chaire d'hébreu fut supprimée au profit d'une chaire d'histoire en 1773. Au même moment, l'autre branche des études orientales, que l'on pourrait désigner de pratique, c'est-à-dire visant à la connaissance de langues utiles pour le commerce et la diplomatie, faisait son entrée au Collège de France. En effet, c'est aussi en 1773 que la deuxième chaire d'arabe fut remplacée par une chaire dévolue aux Turcs et aux Persans, soit les langues traditionnellement enseignées pour former les interprètes et les consuls dans les échelles du Levant. Le Collège de France comprenait donc dès lors des chaires des 3 langues dites musulmanes, le turc, l'arabe et le persan, qui étaient au cœur de la formation de l'école des jeunes de langue, en charge de la formation des futurs drogmans. Au XVIIIe siècle, la plupart des professeurs de langues orientales du Collège de France étaient d'ailleurs d'anciens jeunes de langue, dont certains officiaient toujours comme interprètes du roi. Après la Révolution, si l'institution des jeunes de langue fut maintenue, elle était en fort déclin. Et c'est dans ce contexte que Louis Mathieu Langlès parvint à faire créer en 1795, sous la Convention, l'École spéciale des langues orientales vivantes. Les recoupements entre ces différentes institutions étaient accentués par le partage de leur personnel. Ainsi, Louis Mathieu Langlès enseignait le persan et le malais à l'École des langues orientales, et l'arabe en remplacement de Pierre Ruffin au Collège de France en 1795. Et il travaillait au cabinet des manuscrits de la bibliothèque depuis 1792. Antoine Isaac Sylvestre de Sacy, qui dominera sans conteste l'orientalisme français de la première moitié du XIXe siècle, enseignait l'arabe à l'École des langues orientales tout en devenant professeur de persan au Collège de France à partir de 1805, lorsque l'ancienne chaire de turc et de persan fut justement dédoublée en 2 chaires distinctes. Cette date marque en réalité un jalon dans l'histoire du Collège de France, car les débats autour de cette séparation furent l'occasion de réaffirmer la vocation érudite de l'institution, en présentant l'intérêt de l'apprentissage du persan comme purement savant. Ce bref survol des évolutions institutionnelles afférents à l'orientalisme à Paris et au Collège de France au tournant des XVIIIe et XIXe siècles met clairement en évidence l'intense activité orientaliste de cette époque. Et n'oublions pas que c'est aussi à ce moment-là qu'a lieu évidemment l'expédition d'Égypte, qui, bien que désastreuse sur le plan militaire, porta de nombreux fruits sur le plan scientifique.
Cet aperçu fait aussi toucher du doigt le très important développement de l'orientalisme profane, découplé des préoccupations bibliques et théologiques. Ces évolutions, et en particulier la réaffirmation des visées érudites du Collège de France, en lien avec la création d'une chaire de persan autonome de celle du turc, rendaient certainement plus aisée l'insertion des études sanskrites dans le paysage orientaliste préexistant. Ni biblique, ni pratique, l'enseignement du sanskrit pouvait au moins correspondre à cette ambition érudite. Entrer dans le détail des négociations qui débouchèrent sur la création de la chaire de langue et littérature sanskrite, conjointement avec celle de chinois et de tartare mandchou au Collège de France en 1815, nous emmènerait trop loin de notre interrogation sur la place de la religion au Collège de France. Donc je renvoie pour ces détails au volume commémoratif du bicentenaire de cette chaire et consacré à la figure de son premier occupant, Antoine Léonard Chézy, dont vous voyez la couverture s'afficher à l'écran. Néanmoins, l'examen des arguments mis en avant par Sylvestre de Sacy, qui fut en réalité le véritable artisan de cette double création de la chaire de chinois et de la chaire de sanskrit institutionnelle, permet de mieux comprendre comment cette double création prend place dans un plus vaste projet de développement d'un orientalisme philologique découplé de la critique biblique. C'est bien en langue biblique que Sylvestre de Sacy, issu d'une famille de tradition janséniste, avait reçu sa première formation, en hébreu, en chaldéen, en samaritain, en arabe, en éthiopien, auquel il adjoignit ensuite l'étude du turc et du persan. Ses premières publications restent dans le domaine biblique, comme son mémoire sur la version arabe des livres de Moïse à l'usage des Samaritains, paru en 1785 dans la Allgemeine Bibliothek für biblische Literatur de Eichhorn. Mais très vite, ses intérêts se diversifièrent, s'étendant de l'étude des antiquités persépolitaines à l'examen de la religion des Druzes, en passant par l'histoire littéraire arabe ancienne. Incarnation par excellence de l'orientalisme de cabinet, Sylvestre de Sacy ne voyagea jamais en Orient. Son appétence pour l'érudition, plutôt que pour les savoirs pratiques, s'exprime notamment dans la manière dont il mit à profit l'obligation qui était faite aux professeurs enseignants à l'école des langues orientales, dont il fut d'ailleurs un des administrateurs, il fut également administrateur du Collège de France, donc obligation qui était faite à ces professeurs de produire des manuels d'enseignement. Il utilisait cette obligation pour réaliser des ouvrages décisifs, comme sa grammaire arabe, parue en 1810, sa chrestomatie arabe de 1806, ses publications de textes de la littérature arabe classique, comme Kalila et Dimna, ou les séances de Hariri. Auteur d'innombrables comptes rendus, fort d'un réseau épistolaire avec des orientalistes de toute l'Europe et du Levant, Sylvestre de Sacy s'est tôt imposé comme une figure incontournable de la vie scientifique orientaliste parisienne, en vertu justement de ses multiples postes académiques, ainsi que de ses responsabilités politiques, puisqu'il fut député de 1808 à 1814, baron d'Empire, pair de France, etc. Artisan donc par ses propres œuvres de l'élargissement de l'horizon orientaliste bien au-delà des études bibliques, Sylvestre de Sacy était en réalité animé par la volonté d'ériger les études orientales en un champ structuré, favorable à l'essor de l'érudition. Il donne une formulation à ce plan dans le chapitre intitulé « Langue et littérature orientale » du rapport sur les progrès des sciences, des lettres et des arts depuis 1789 et sur leur état actuel, livre qui fut présenté à l'empereur en 1808, puis publié de 1810 à 1815. Donc c'est une entreprise de longue haleine qui s'est étendue sur de nombreuses années. L'initiative de ce rapport revenait au consul, qui avait chargé en 1802 Bon Joseph d'Acier de sa réalisation. L'objectif était d'accompagner la restructuration de l'Institut national, qui perdait sa division de sciences morales et politiques et voyait regrouper l'histoire et la littérature ancienne. À travers tout le volume était affirmé le rôle de l'histoire comme trait d'union entre les disciplines,
et celui de la philologie comme base de toute bonne littérature et sur laquelle repose la certitude de l'histoire et la connaissance du passé. Donc en quelque sorte, c'est une manière de tourner la page avec l'idéologie et la volonté de prendre en compte les sensations comme origine des phénomènes, avec ce retour à l'histoire qui permet une perspective même contre-révolutionnaire dans certains cas. Dans le chapitre qui lui fut confié, Sylvestre de Sacy réaffirme la vocation savante de l'école des langues orientales pratiques. Il réalise ensuite un panorama des langues orientales étudiées, mais comme l'a noté Christian Decobert, l'effort d'exhaustivité ne masque pas de profonds déséquilibres. Évitant soigneusement le copte et l'éthiopien, Sylvestre de Sacy espère peut-être esquiver la question du christianisme oriental. Imprégné du jansénisme, distant par rapport aux Lumières, il prend soin de taire la critique déiste et philosophique. Il ne parle pas non plus des Lumières juives allemandes. C'est plutôt à la critique biblique des siècles précédents qu'il fait droit, ainsi qu'aux travaux menés à l'étranger, en particulier en Allemagne et en Hollande, y compris en littérature rabbinique. Appelant de ses voeux une école universitaire en langues orientales, il conçoit celle-ci comme articulant langue, littérature et histoire. L'histoire se pratique précisément par l'édition et la traduction de textes, et il en prend pour exemple ses propres travaux sur l'histoire ancienne des Arabes. Le paragraphe sur la langue et la littérature persane est pour lui l'occasion de saluer les travaux d'Anquetil du Perron et de souligner l'importance des études Zend et Pélévi, susceptibles d'éclairer d'un côté les études sanskrites et d'un autre côté celles des ruines persépolitaines. Le turc est largement disqualifié en raison de son usage principalement pratique. Les langues et littératures indiennes, langue et littérature chinoise et langue et littérature mandchoue, qui allaient faire l'objet de la création des deux chaires en 1815, font l'objet de longs développements qui viennent clore le chapitre. Le passage sur le sanskrit témoigne de la bonne connaissance que Sylvestre de Sacy avait des travaux menés par les Britanniques à Calcutta, ainsi que des travaux réalisés par les missionnaires. Il se présente également comme un encouragement à développer ses études en se fondant sur les publications britanniques et l'exploitation des ressources disponibles à la bibliothèque impériale. À l'époque où Sylvestre de Sacy rédige le chapitre, il ignore encore qu'Antoine Léonard Chézy, jeune orientaliste avec lequel il est très lié depuis qu'il avait été son élève en arabe et celui de l'anglais en persan, s'est précisément attelé au sanskrit. Si, a posteriori, Chézy a expliqué son intérêt pour le sanskrit par sa fascination à la lecture de la Shakuntala de Jones, des considérations pratiques venaient certainement se greffer sur cet intérêt intellectuel. Adjoint de l'anglaise à la bibliothèque, Chézy ne pouvait en effet espérer de développement de carrière ni en persan ni en arabe, les postes de professeur étant déjà occupés par ses maîtres. Sans doute, pour ne pas attirer la jalousie de ces derniers et surtout de l'anglaise qui avait des rudiments de sanskrit grâce à sa coopération avec Hamilton, c'est en secret et en autodidacte qu'il se mit à l'étude du sanskrit en s'appuyant sur les manuscrits disponibles. Sacy ne sera mis au courant de cette entreprise qu'en 1810. Et c'est en 1814 que les signaux semblent tout à coup passer au vert pour la concrétisation de leur espoir d'une création d'une chaire indianiste à Paris. La Restauration était en effet favorable à Sylvestre de Sacy, qui était toujours resté monarchiste dans l'âme. Chézy, pour sa part, venait de publier sa première œuvre d'indianiste, La mort d'Yajnadatta, épisode tiré du Ramayana. Comme le montre l'analyse des archives, très proche du pouvoir, Sylvestre de Sacy fut véritablement l'artisan de la création de la chaire, n'hésitant pas à souffler à l'abbé de Montesquieu, ministre de l'Intérieur qui était à ce titre en charge de l'enseignement supérieur, le rapport qui devait décider le roi à procéder à cette création. L'argumentaire, que vous voyez ici partiellement reproduit, commençait par rappeler les cours historiques et gratuits donnés au collège avant de présenter le chinois et le sanskrit comme les compléments susceptibles de parachever l'édifice.
On retrouve donc bien ici l'idée de former un système exhaustif d'enseignement des langues orientales, non plus seulement cantonné aux langues bibliques et pratiques. Mais est-ce à dire que la religion était évacuée pour autant ? Décrivant spontanément les études indiennes comme, je cite, « l'étude des antiquités indiennes », le rapport évoquait le sanskrit comme, je cite à nouveau, « la langue sacrée des anciens brahmes » et insistait sur le fait que la connaissance en était détenue par un petit nombre de prêtres dépositaires des anciennes traditions religieuses. La réputation de l'Inde comme berceau de sagesse d'une haute antiquité et la sacralité attachée à la langue sanskrite étaient des arguments manifestement susceptibles de convaincre le roi, sans doute parce qu'il conférait aux études indiennes le prestige de l'ancienneté et la dignité du sacré. Mais cette mention n'était pas que rhétorique. Non seulement elle faisait écho à la manière dont Sylvestre de Sacy valorisait les travaux réalisés par Anquetil du Perron sur le Zen d'Avesta et les Upanishads et par les Britanniques sur les textes de l'Inde antique, mais elle permettait également de tracer pour les études indiennes des perspectives méthodologiques similaires à celles que Sylvestre de Sacy appliquait au monde arabe et persan, en reconstruisant leur histoire à partir de l'édition critique de leur production textuelle. On relèvera d'ailleurs que le titre revendiqué pour les chaires de sanskrit et de chinois, et qui leur sera effectivement accordé, était celui de langue et littérature, en écho au titre que Sylvestre de Sacy avait donné à son chapitre sur l'état de l'orientalisme dans le rapport de 1808, puisque ce chapitre s'intitulait « Langue et littérature orientale ». Cette formule, associant la langue et la littérature, est certainement moins anodine qu'on ne pourrait le penser au premier abord. Pour commencer, Sylvestre de Sacy rédige son rapport au moment même où il est en train de publier sa grammaire arabe. Celle-ci dénote par de nombreux aspects l'attachement persistant de Sylvestre de Sacy à la tradition de la grammaire générale héritée de Port-Royal. La langue est bien l'expression de la pensée et son reflet. L'étude de la langue permet de parvenir à un niveau supérieur de réflexion philosophique. Elle ne vaut pas seulement pour elle-même. Ensuite, on remarquera que même si l'association langue et littérature nous paraît aujourd'hui banale, elle était totalement inusitée jusqu'alors pour désigner les chaires du Collège de France. Il est aussi remarquable que l'intitulé fera florès ultérieurement. Dans la foulée, il sera étendu à l'une des deux chaires de grec, dont les enseignements deviennent donc de langue et littérature grecque, d'abord officieusement en 1817, puis officiellement à partir de 1829. Comme le souligne Vivi Perracchi, ce changement d'intitulé constitue la première tentative de spécifier le contenu de ces enseignements de grec, somme toute variés et pluriséculaires au Collège de France. En 1828, Eugène Burnouf, jeune indianiste qui allait finalement succéder à Chézy en 1832, tenta de faire créer à sa propre attention une chaire de langue et littérature de l'Inde méridionale, capitalisant sur les travaux qu'il avait initiés sur la langue pali, qui ouvrait l'accès au bouddhisme d'Inde du Sud. En 1840 et 1841, la même formule sera appliquée pour l'espace slave, pour l'espace sud-européen, pour l'espace germanique, langue et littérature slave, langue et littérature d'Europe méridionale et langue et littérature germanique. En 1848, c'est au tour de la poésie et de l'éloquence latine de fusionner en une chaire de langue et littérature latine. En 1853, la littérature française devient langue et littérature française moderne. Et cette harmonisation sera en quelque sorte parachevée en 1885 avec une triple mutation. Nommé professeur de persan en 1876, Adrien Barbier de Ménard demande en 1885 le transfert de son poste à une chaire d'arabe et il sollicite l'intitulé « Langue et littérature arabe ». La même année, Pavet de Courteil et Ernest Renan demandent et obtiennent la même modification pour leurs chaires respectives de turc et la chaire de langue hébraïque, chaldéique et syriaque. La boucle était donc d'une certaine manière bouclée, puisque les chaires fondamentales d'hébreu, de grec et d'arabe étaient désormais toutes englobées dans ce même mouvement. On notera que dès auparavant, dans les années 1870, avec un pic en 1876, c'est-à-dire donc en plein effort de la Troisième République pour moderniser l'enseignement supérieur suite à la défaite face à l'Allemagne, l'intitulé « Langue et littérature » avait été appliqué à une multitude de chaires de littérature ancienne dans différentes villes de province. À Lyon, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Nancy, ces chaires furent systématiquement dédoublées
en 2 chaires, l'une de langue et littérature grecque, l'autre de langue et littérature latine. On relève aussi, parmi d'autres, un précédent contemporain de la création de la chaire de sanskrit et de chinois, à savoir les 3 chaires de langue et littérature grecque et latine, française et italienne, de l'Académie de Gênes entre 1811 et 1814, c'est-à-dire donc sous occupation napoléonienne. Dans le cas du Collège de France, le désir d'harmonisation est en tout cas patent. Sans doute permettait-il de remettre les choses à leur juste place, tant il est vrai que la perspective linguistique et grammaticale avait toujours été, sinon subordonnée, du moins articulée à un objectif de connaissance de la culture et de l'histoire, à l'inclusion, bien sûr, des traditions religieuses. Mais revenons, pour finir, à la chaire de sanskrit. À l'ouverture de son cours, Chézy sacrifia au rituel nouvellement instauré au Collège de France de la leçon inaugurale en prononçant un discours sur les avantages, la beauté et la richesse de la langue sanskrite et sur l'utilité et les agréments qu'on peut retirer de son étude. De manière très intéressante, Chézy opère une sorte de déplacement du sacré en plaçant sous ce sceau la connaissance de l'Inde dans son ensemble. Le sacré ne s'applique plus à la seule religion, mais à l'ensemble des objets de connaissance qui s'offrent aux yeux du savant européen. Il y a là indubitablement une figure rhétorique destinée à souligner le caractère ésotérique du savoir oriental qui ne s'offre qu'à de rares élus. Donc je vous lis cette citation que j'aime beaucoup et que je donne souvent à mes étudiants parce qu'elle me semble très représentative d'une sorte de geste sociologique de l'orientaliste européen à cette époque. Plus porté par goût à ce genre d'études, ou doué peut-être de plus de patience, j'entrepris de soulever le voile qui dérobait à nos regards ce sanctuaire mystérieux. Il s'agit donc de la connaissance de l'Inde. À mesure que j'en déroulais un pli, que je voyais luire à mes yeux quelques traits de lumière, ma curiosité prenait de nouvelles forces, et semblable aux initiés qui ne parvenaient à approcher du Dieu qu'après avoir été soumis aux plus rudes épreuves, j'eus le bonheur, après 1000 fatigues, de pénétrer dans le temple auguste où sont consignées les connaissances d'un des peuples les plus anciennement civilisés du monde. Donc on reconnaît là aussi une rhétorique emphatique assez caractéristique du XIXe siècle. Structuré comme un passage en revue des différents domaines couverts par les textes sanscrits, le discours confirme que la langue n'est qu'un outil permettant d'accéder à ces différentes productions textuelles. Je cite un autre passage. « Philosophie, dit Chézy, métaphysique, grammaire, théologie, astronomie, mathématiques, jurisprudence, morale, poésie, des traités de toutes ces sciences cultivées chez les Indiens dans un temps où l'Europe entière était plongée dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, vont s'offrir en foule à vos regards avides, faire naître de votre part les recherches les plus savantes. Et qui sait s'il n'est pas donné à quelqu'un de vous, messieurs, d'y apporter cet esprit subtil et observateur qui, par des rapprochements ingénieux, peut, alors excusez-moi de la faute de frappe, jeter le plus grand jour sur l'histoire de l'homme et nous retracer l'origine de nos connaissances. » Le grand thème de l'Inde comme lieu des origines, clamé de plus en plus fort par les romantiques allemands que Chézy avait fréquentés lors de leur séjour à Paris, je rappelle ici que sa propre épouse était allemande et très proche de la famille Schlegel, donc ce grand thème de l'Inde des origines trouvait là un écho qui satisfaisait aussi l'objectif fixé par Sacy d'élargir le cercle de l'expérience pour mieux connaître l'homme. Dans un compte-rendu paru en 1815 dans le Moniteur, Sylvestre de Sacy fait le point sur l'ouverture des 2 nouvelles chaires créées à son initiative et il observe « S'il est vrai que de toutes les études, la plus difficile comme la plus importante est l'étude de l'homme et de ses facultés morales, il n'en est pas moins certain que c'est plutôt par l'observation des faits que par des méditations abstraites et des théories systématiques que l'on peut parvenir à connaître ce chef-d'œuvre de la création. Mais pour connaître l'homme, il ne suffit pas de rentrer en soi-même ou d'interroger ceux au milieu desquels on a été placé par le hasard de la naissance. Il faut voir l'homme à tous les degrés de la civilisation, depuis l'état de sauvage, qui n'est que l'oubli de sa nature sociale, jusqu'à l'excès de la culture, qui en est la corruption. Il faut l'envisager à toutes les époques de l'histoire, sous l'influence de tous les climats, sous l'empire de tous les systèmes religieux ou politiques. Il faut le suivre dans le nombre immense de ces combinaisons variées, plus favorables les unes au développement de l'imagination, les autres aux médiations de la sagesse. Là était certainement la finalité ultime de la recherche d'élargissement des études orientales au-delà du cercle des études bibliques et d'une attitude philologique
tendant à envisager chaque production textuelle, qu'elle soit littéraire, religieuse ou proprement historique, comme une pierre apportée à l'édifice de la connaissance de l'homme. Je vous remercie.